Bonjour à tous et bienvenue sur Banous. Aujourd'hui, nous allons parler mythes et réalités en social media. Incontournable dans la vie quotidienne de tout webmarketeur, le social media est une discipline souvent mal connue et mal comprise. D'ailleurs, beaucoup de mes étudiants me disent qu'ils sont sur Twitter, Insta et Snapchat, donc qu'ils sont social media managers. Alors si c'était si simple, n'importe quelle publication aurait un ROI positif pour une marque. Et pour parler social media aujourd'hui, j'accueille Bastien Péan, qui est consultant indépendant en social media. Bonjour Bastien. Salut Mathieu. Merci d'avoir rejoint cette émission Banous. Question traditionnelle, Bastien, est-ce que tu peux te présenter ? Alors Bastien Péan, ça fait 10 ans maintenant que je travaille dans les métiers du social media. J'ai commencé, je pense, comme beaucoup de freelance, j'ai commencé en agence, donc en agence de publicité, agence de communication digitale. Comme beaucoup aussi, je pense que j'en ai eu un peu ma claque. Donc j'ai décidé de me lancer en freelance et donc ça fait 10 ans que je fais ce métier, ça fait 5 ans maintenant que je suis en freelance, à la fois sur la stratégie social media, des applications un petit peu plus opérationnelles, community management par exemple, et de la formation pour plusieurs centres, notamment Naias, qui est un des centres pour lesquels j'interviens le plus régulièrement. Alors ma première question, Bastien, aujourd'hui, ça va concerner les plateformes de réseaux sociaux. Chez Banous, et j'ai la lourde tâche d'animer les réseaux sociaux de Banous, nous avons sélectionné 3 réseaux sociaux sur lesquels nous communiquons. Nous avons Facebook, Twitter et LinkedIn. Par rapport à notre activité, qu'est-ce que tu penses de la sélection de ces 3 réseaux pour notre communication ? Alors c'est une question qu'il faut normalement se poser au début de l'activité. C'est en tout cas le conseil que je donne à tous les clients pour lesquels j'interviens. La vraie question qu'il faut se poser, c'est quelle est l'audience à laquelle on s'adresse. Il est évident qu'un podcast qui s'adresse à des professionnels du marketing ou alors des personnes qui sont en besoin de connaissances va pas du tout avoir les mêmes besoins qu'une entreprise qui va vendre de la lingerie en ligne par exemple. Facebook est pour moi un incontournable. Alors beaucoup de personnes nous disent que Facebook est en train de mourir. Moi je le constate avec les portées des publications de mes clients. Facebook n'est pas encore mort. On a encore des statistiques qui sont plutôt positives. Donc ça reste un choix qui est évident et ça serait dommage de se couper de Facebook pour l'instant. En ce qui concerne les autres réseaux, la question c'est de se dire oui, dans les métiers du digital, Twitter est indispensable, mais ça va être indispensable si on pratique une certaine veille. On y reviendra tout à l'heure, je pense qu'on parlera de quel contenu publier sur quel réseau. LinkedIn, à mon avis, vous avez fait le bon choix parce que c'est ici qu'on va avoir tout le terreau assez fertile des professionnels du marketing digital. Autrement dit, on va choisir Facebook par simplicité parce que ça reste le réseau qui est le plus populaire et qui a le plus grand nombre d'utilisateurs. Twitter, intéressant, mais il faut avoir une application et un rythme qui soit cohérent par rapport à son utilisation. Et LinkedIn, c'est plutôt un très bon choix parce que c'est exactement l'audience que vous cherchez à atteindre. Alors, comme tu le sais, chez Banous, c'est un side project avec Laurent et moi-même. Donc on y essaie d'y dédier un temps minimal pour que ce soit professionnel et agréable pour les auditeurs, mais c'est vrai qu'on cherche quand même le gain de temps. En termes de publication sur les réseaux, j'ai tendance à poster les mêmes messages et les mêmes structures de messages sur les 3 réseaux. Est-ce que c'est une bonne façon de faire ? Est-ce que c'est grave si on n'adapte pas nos messages ? Qu'est-ce que tu penses de ce point ? Alors je dis faute, je dis carton rouge. En fait, c'est très compliqué parce que quand on est un porteur de projet, une start-up, une petite entreprise qui n'a pas forcément le temps ni les moyens de gérer ses réseaux sociaux au quotidien, on a tendance effectivement à aller au plus simple, à se dire faut que je sois sur ces 3 réseaux, je vais préparer un message que je vais dispatcher sur les 3 réseaux. Après, la stratégie social media, c'est ça justement, c'est d'essayer de comprendre que 3 réseaux, c'est 3 opportunités d'audience différentes. Et on n'a pas des cibles identiques, on n'a pas des tons identiques sur les différents réseaux. Prenez je prends souvent l'exemple de Monoprix par exemple, qui est un très bon exemple de marque qui a tout compris aux réseaux sociaux. Sur Facebook, on va avoir des publications plutôt orientées sur les offres du moment, alors que sur Instagram, on est sur un catalogue de produits avec des shootings qui mettent énormément en avant les différents produits qu'ils ont envie de montrer. Donc on doit avoir normalement des lignes éditoriales propres à chaque réseau social, que ça soit en termes de ton, de rythme de publication, de publications visuelles aussi qui vont être différentes. Et donc en ça, on doit normalement avoir des propositions qui sont bien différentes d'un réseau à l'autre. Après, j'ai moi-même lancé pas mal de projets en dehors de mon activité professionnelle. Je sais ce que c'est également le manque de temps quand on a un projet un peu annexe de passion. Donc je pourrais pas te jeter la pierre.
Bon, deuxième question, j'ai déjà un carton rouge, ça va être long cette émission. Tu parlais d'avoir effectivement 3 stratégies différentes pour 3 plateformes différentes. Est-ce que tu aurais un outil ou une matrice à proposer pour pouvoir effectivement structurer et savoir quel type de contenu je dois publier sur tel ou tel réseau justement? Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, on est tous les deux formateurs, enseignants, on donne un petit peu ces méthodologies à nos étudiants. Moi, il y a une méthodologie que j'utilise et que j'enseigne depuis quelques années maintenant, qui n'est pas du tout une méthodologie que j'ai inventée, qui s'appelle la méthodologie Tomster et qui a justement cet objectif d'essayer de découper la stratégie social media selon plusieurs questions. Et en utilisant cette méthodologie, on se rend compte qu'on va pouvoir faire des choses un peu différentes sur les différents réseaux qu'on va occuper. Je prends l'exemple de Twitter. Là, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Twitter est un super réseau pour partager de l'actualité. Et donc, si j'avais un premier conseil à donner à Banous pour son activité sur Twitter, ça serait de faire de la veille sur les métiers du digital. Vous avez parlé de SEO il n'y a pas très longtemps dans votre dernière émission. Pourquoi pas, à partir du moment où vous avez fait cette émission sur le SEO, pourquoi pas ne partager des actualités liées aux évolutions du référencement naturel. Donc Twitter par exemple est un bon réseau pour partager de la veille. Ça ne demande pas énormément de temps parce que cette veille on l'a fait, tu l'as fait tous les matins, je la fais tous les soirs, certains vont la faire la nuit, donc ces informations on les voit passer. Finalement repartager une info ça prend quelques secondes et c'est déjà un moyen d'attirer de l'audience. Les réseaux comme Facebook et Instagram, par exemple, vont demander un petit peu plus d'investissement parce qu'on est un peu plus dans le visuel. On va avoir besoin de créer. On va utiliser des outils comme Canva, par exemple, qui vont nous permettre de faire de jolis visuels. Donc là, c'est peut-être un petit peu plus délicat. Alors, il y a pas mal d'outils qui facilitent la vie des social media managers de France et de Navarre, des outils comme Buffer, des outils de publication de contenu. Régulièrement, j'entends que ces outils, s'ils sont utilisés pour animer tes pages, etc., ont tendance à ne pas avoir une portée organique identique à si tu postais directement sur la plateforme. Alors, est-ce que c'est un mythe ou une réalité, ça ? Alors, mythe ou réalité, qui est donc un peu la thématique de l'émission, on rentre en plein dedans là. Parce que c'est le genre de choses qu'il est très difficile de vérifier par soi-même. Pour pouvoir vérifier si la portée, c'est-à-dire le nombre de personnes atteintes par une publication, va être identique selon qu'on publie directement sur Facebook ou que l'on passe par un outil, il faudrait avoir 2 pages avec des audiences identiques, le faire à la même heure. Bref, c'est impossible à vérifier par soi-même. L'A/B testing est quasiment impossible. L'A/B testing est difficile, bien sûr. Alors j'ai moi-même vu des études qui montraient qu'on avait une petite perte de portée quand on utilisait des outils comme Hootsuite par exemple, comme Buffer, comme vous l'utilisez. Je ne peux pas le vérifier par moi-même, mais la bonne nouvelle, c'est que la plupart des réseaux sociaux aujourd'hui permettent de programmer nos publications. C'est le cas de Facebook. Quand on a une page Facebook, on a la possibilité de programmer. Pratique. C'est le cas de Twitter, alors pas sur Twitter nativement, mais en utilisant un outil comme TweetDeck par exemple, qui est la partie un petit peu professionnelle, si je puis me permettre, de Twitter. Et puis récemment, Facebook a lancé une nouvelle fonctionnalité sur le Creator Studio qui permet de programmer des publications Instagram et des stories Instagram. Alors je ne l'ai pas encore testé moi-même parce que j'étais en vacances ces dernières semaines, mais si on a la possibilité de programmer sur Instagram nativement, alors je pense que là, la plupart des social media managers seront heureux, ravis et pourront s'affranchir de ces outils tiers qui en plus coûtent un petit peu d'argent quand on en a une utilisation professionnelle. Parce que du coup, Creative Studio et TweetDeck sont des outils gratuits fournis par les plateformes en question. Alors dans le cas de TweetDeck, c'est à ma connaissance un outil qui a été créé par des personnes qui avaient envie d'améliorer Twitter et qui a ensuite été racheté par Twitter. Dans le cas du Creator Studio de Facebook, ça fait partie de la plateforme Business Manager de Facebook. Donc oui, ce sont des outils qui sont natifs. Ok, très clair. On a vu le choix des plateformes, on a vu les types de publications. Est-ce que tu aurais des tips à partager avec les auditeurs de Banous pour booster les taux d'engagement des publications, que ce soit les réactions, les partages, les commentaires? Est-ce que toi, avec l'expérience que tu as quelques tips pour favoriser ce taux? Alors c'est une question qui est toujours un peu délicate parce qu'on ne peut pas garantir, en tout cas moi quand je travaille pour un client, je ne peux pas garantir que je vais exploser son taux d'engagement. Tout va dépendre bien sûr des annonces qu'il a à faire notamment. Une première chose qui est presque absurde de la dire comme ça, mais solliciter les interactions.
Si on partage une information, demandez à ses auditeurs, à ses utilisateurs, qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires. Ça, c'est des choses qui vont naturellement favoriser l'engagement. Après, moi, je pense que l'engagement, il vient aussi par la qualité du contenu qu'on va créer. On a beaucoup plus l'occasion d'interagir avec une publication quand la vidéo qu'on a vue a été vraiment spectaculaire. Je viens de voir une vidéo de Brut qui montre la forêt amazonienne en train de brûler. Cette vidéo, comme par hasard, avait des milliers de partages parce que c'est quelque chose qui nous a frappé, qui nous a marqué, qui donne envie de partager l'information. Donc, encourager l'engagement en provoquant l'engagement, en demandant aux personnes d'interagir spécifiquement, en posant une question par exemple, ou en leur demandant de partager une expérience. L'UGC aussi, ce qu'on appelle l'UGC, le User Generated Content, le contenu créé par les utilisateurs. J'ai eu l'occasion de travailler pour une marque de photographie par exemple. C'était pas rare que dans les publications, on demande aux utilisateurs partagez vos plus belles photos de coucher de soleil, de je ne sais quelle thématique, dans les commentaires. Ça, c'est évidemment du pain béni pour un community manager. Et puis, encore une fois, la qualité du contenu va être aussi très importante pour les interactions. Alors moi j'avais une idée, je pense révolutionnaire, qui était de faire un post Banous où je demanderais en fait à tout le monde de taguer une personne, le prénom d'une personne qui commence par C, et on lui paierait l'apéro. Qu'est-ce que tu penses de ce genre de pratique? Je vais m'abstenir de tout commentaire parce que sinon tu vas être expulsé pour l'intégralité de la Ligue 2. Ok, donc gros carton rouge. Au sujet de l'interaction, toujours chez Banous, à chaque fois qu'on sort un épisode, évidemment on fait toute une série de posts sur les réseaux sociaux pour annoncer l'épisode, et on a tendance avec Laurent à taguer cette personne dans la publication, voire même à taguer son entreprise. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de reprises au sens large par rapport à cette initiative de taguer les gens. Est-ce que c'est grave, docteur ? Alors c'est pas grave, et je pense que vous faites les choses comme il faut. Après, on peut pas forcer les utilisateurs à interagir. Moi, ça me paraît naturel que le jour où tu vas diffuser cet épisode, je vais évidemment le repartager sur mes réseaux sociaux parce que ça fait partie aussi de ma propre communication en tant que freelance. Alors sur LinkedIn notamment, on constate qu'on a beaucoup plus de visibilité quand on tag des personnes plutôt que les entreprises, que les pages de leurs entreprises. Après, je pense que c'est un petit contrat tacite entre vous et la personne interviewée. Voilà, un petit deal de départ qui dit une fois que l'épisode est publié, il faudrait naturellement que tu le partages. Dans social media, il y a social. Il ne faut pas oublier que les relations humaines sont aussi là pour favoriser le partage. Ok, merci Bastien. Alors toujours, parce qu'on est là aussi pour prendre un petit peu ce que l'on fait chez Banous et pour appuyer les propos et les recommandations de Bastien aujourd'hui. Comme je disais, à chaque nouvel épisode, on publie, et pour le moment, on ne publie qu'à chaque nouvel épisode. En réalité, on ne va pas sur Twitter rebondir sur l'information, etc. Peut-être que ça viendra. Pour chaque épisode, on programme 2 à 3 reprises de communication, sachant qu'on fait à peu près 2 épisodes par mois quand on est lancé dans l'année. Ça va faire 6 publications par réseau dans le mois, grosso modo. J'entends souvent, pareil, sur le marché, des social media managers ou des consultants qui me disent non, il faut au moins 5 posts Facebook par semaine, il faut au moins un tweet, une publication Twitter, voire 2 par jour, etc. Est-ce qu'il y a un vrai rythme? Est-ce qu'il y a un volume minimum de publication par rapport à une marque, par rapport à une page, pour avoir de la portée, pour toucher les gens, pour avoir de l'engagement? Ou est-ce que c'est un mythe? Alors là, on touche à un point qui est hyper important parce que quand on travaille sur le community management, sur la publication sur les réseaux sociaux d'un client, vient assez vite la notion du tarif. Combien est-ce que je vais devoir facturer ce client pour publier les différentes publications qu'il a à faire? Et le tarif est intimement lié au volume de contenu qu'on va devoir créer. Donc c'est vrai qu'en général, on a plutôt, on a ces discussions assez tôt avec les clients quand on parle de community management. Il y a quand même des rythmes moyens qu'on peut constater sur les différents réseaux sociaux. Pour être assez clair, Facebook, 3 publications par semaine, c'est un rythme qui est cohérent, on va dire, qui est assez bon, parce que si on publie moins, malheureusement, on va peut-être perdre une petite partie de nos utilisateurs. Non, ils vont rester abonnés à notre page, mais ils ne verront peut-être plus passer nos futures publications. Si on publie trop, au contraire, on risque d'avoir un taux de désabonnement parce qu'on est un peu trop bavard.
Donc 3 publications par semaine sur Facebook me paraît être un rythme correct. Sur Twitter, on a tendance à dire qu'il faut publier 2-3 fois par jour. C'est tout simplement lié au fait que Twitter partage le contenu en temps réel. Et donc si on fait une publication dans la semaine, malheureusement, elle est noyée au milieu d'une masse d'informations. Et sur Instagram, c'est vrai qu'on entend souvent qu'une publication par jour est assez intéressante. Alors, c'est un petit peu... ça évolue avec notamment les stories, qui sont des contenus visibles que pendant 24 heures. Donc là, on va avoir besoin de produire encore davantage. Après, c'est vraiment propre à l'activité de chacun, encore une fois. Et si si une stratégie social media reposait simplement sur ces grands principes, les social media managers auraient plus grand chose à faire dans leurs recommandations. Donc, on a quand même des guidelines, on va dire des grands principes à respecter. Après, c'est propre à chacun. Et avec un podcast qui fait 2 émissions par mois, c'est impossible de publier 3 à 5 fois par semaine sur Facebook, évidemment. Et du coup, tu parlais du rôle du social media manager et de cette partie freelance, parce que tu es freelance. Aujourd'hui, c'est quel type de marque, quel type d'annonceurs qui ont recours à des social media managers indépendants? En fait, je parle pour moi parce que je pourrais pas parler pour l'ensemble des social media managers qui font cette activité en freelance. En ce qui me concerne, c'est assez souvent des agences RP qui me contactent, donc des agences relations presse qui ont traditionnellement l'habitude de faire de la relation presse classique avec des médias et qui essayent de faire un virage digital en passant par le community management. Après, on va avoir des structures un peu plus petites, des startups par exemple. Je pense aujourd'hui que les gros annonceurs passent par des agences qui ont le staff ou alors internalise directement cette compétence. Et moi, c'est un conseil, je m'amuse toujours à dire ça, c'est que je ne devrais pas dire ça. Parce que si je dis ça à tous mes clients, j'ai plus de travail en tant que freelance. Mais il faut internaliser cette compétence de community management parce que c'est le porte-parole de la marque. Et un community manager qui est sous-traitant d'une agence de communication qui elle-même a un client, on imagine les temps de validation que ça peut apporter. Et je me suis retrouvé assez souvent dans des triangles amoureux assez désastreux entre le client, l'agence et moi, et une information qui met parfois 1 à 2 jours à transiter. Ouais, on s'est tous retrouvés dans ces schémas complexes. De toute façon, l'internalisation est une grosse tendance dans le social media et également en fait dans tout le marketing digital. Je voyais encore une étude ce matin de je ne sais plus quel organisme, je suis désolé chers éditeurs, mais qui justement mettait en avant la nécessité des marques à internaliser l'ensemble du marketing digital, notamment pour réduire les délais de mise en place, comme tu l'évoquais, que ce soit sur l'USIA, que ce soit sur l'ADS, social ads, community management, programmatique, achat display, etc. Il y a une vraie tendance à internaliser et finalement les agences ou les freelances sont plus là en conseil, en accompagnement plutôt qu'en réelle opération en fait aujourd'hui. C'est une vraie tendance qu'on constate, ouais, c'est clair. En fait, l'internalisation, elle est intéressante à partir du moment où l'activité est assez régulière. Pourquoi faire appel à un community manager en freelance 15 jours par mois alors que ça coûterait beaucoup moins cher de l'intégrer directement à l'entreprise. Et moi, je reçois très souvent des propositions de mission en freelance où on me dit voilà, c'est du temps plein pendant 3 mois à raison de temps plein, hein, donc 5 jours par semaine en régie dans la société qui vous donne le contrat. En général, je réponds, alors c'est mon petit côté socialiste qui ressort, mais je leur réponds embauchez en fait, tout simplement. C'est aussi comme ça que ça marche. Et si vous avez un besoin concret pendant plusieurs mois, il y a quelque chose qui s'appelle le CDD qui est vraiment très pratique pour ça. Effectivement. Alors, sans transition, aujourd'hui, on le voit publier sur les réseaux sociaux et fournir des contenus qui intéressent des personas, une cible, c'est un vrai métier, évidemment. Est-ce que tu as un peu de KPI à partager avec les auditeurs de Banous sur la portée moyenne aujourd'hui d'une publication sur une page, d'une marque, sur Facebook par exemple? Est-ce qu'on a des stats là-dessus? Alors, c'est encore une fois, ça dépend. Et ça, c'est malheureux, hein, c'est que je réponds régulièrement, ça dépend, mais ça dépend. En fait, on va dire que la portée moyenne d'une publication sur Facebook, elle se situe autour de 7 à 10%. Ça veut dire que quand vous avez 10 000 abonnés sur une page Facebook, quand je dis abonnés, je veux dire mention j'aime une page, quand vous avez 10 000 personnes qui vous suivent sur Facebook, vous pouvez vous attendre à avoir 700 à 1000 personnes qui vont voir votre publication passer dans leur fil d'actualité.
Mais tout dépend si vous avez un soutien média derrière. Et là, on n'est plus sur de la visibilité organique, mais payée. On en parlera, je pense, juste après. Tout dépend également du type de contenu que vous partagez. Et là, je vais parler d'un exemple très concret, c'est que moi-même, à mes heures perdues, j'ai un blog qui parle de jeux vidéo. Et comme on est sur une activité qui est dénuée de toute publicité, qui est sur un média de passion, eh bien, il m'arrive assez souvent d'avoir 30% de portée organique, naturelle, parce qu'on a des bons taux d'engagement également. Évidemment, c'est des statistiques que je ne vais pas retrouver chez mes clients parce qu'on va partager la dernière offre promotionnelle pour acheter un appareil photo à moins 10%. Donc, ça dépend. On va en général tourner autour de 10% de portée organique. On s'attend à ce que Facebook, au fur et à mesure des années, fasse baisser encore davantage cette portée. Il y a encore un an, on s'attendait à ce que ça flirte avec les 0% et que Facebook affiche les publications des marques, des entreprises et des pages dans un onglet à part. Je crois que ça a été un petit peu écarté, mais il y a des, voilà, on a des suspicions. Ça reste quand même une entreprise et ils ont bien besoin de. Ce bon vieux Marc a besoin de nourrir sa fille et de vivre aussi. Bah, c'est vrai que c'est le sens de l'histoire de ce type de plateforme qui est à 98 ou 99% financé par les revenus publicitaires. La baisse de la portée organique des posts est directement corrélée à l'investissement. Donc, on voit que très très rapidement, quand on est une marque, quand on veut que le message touche sa cible, on est un petit peu obligé de prendre sa carte bleue et de vite investir dans la partie publicitaire de ces plateformes-là. J'imagine que toi aussi, Bastien, tu mets en place des campagnes publicitaires pour tes clients, j'imagine ? Ouais, je le fais depuis quelques années maintenant parce que ça devient indispensable. Bizarrement, la baisse du reach sur Facebook a très rapidement été accompagnée d'un déploiement assez rapide de la plateforme publicitaire, effectivement. Donc le discours de Facebook est tout simple, hein. Vous voulez toucher davantage de personnes, ça tombe bien, on a un outil qui vous permet de le faire. Bon, il faudra dépenser quelques dizaines, centaines, milliers d'euros selon la taille de votre entreprise. Et c'est vrai qu'on dit Facebook, mais on pourrait dire Twitter, on pourrait dire Insta qui est Facebook, on pourrait dire LinkedIn aussi. Bien sûr, qui a vachement investi sur sa plateforme publicitaire ces derniers mois. Toi qui mènes des campagnes publicitaires en social ads, du coup, est-ce que tu as une campagne de pub que tu as menée dont tu serais fier et pour laquelle tu pourrais partager un tips ou juste partager avec les auditeurs une campagne type que tu as menée pour une marque ? Alors j'ai pas tendance à mettre trop en avant le travail que je fais parce que je suis assez réservé là-dessus, mais prenons l'exemple de Naias, le centre de formation pour lequel on travaille tous les deux. C'est vrai qu'en ce moment on est dans une volonté de donner un petit peu de visibilité. Le conseil principal que j'ai à faire, c'est que quand vous avez la main sur le site vers lequel vous faites votre campagne publicitaire, là en l'occurrence c'est une campagne Facebook, Instagram qui pointe vers le site du centre de formation. Dès l'instant que vous avez accès au code ou alors au WordPress du site en question, installez le fameux pixel de tracking Facebook, le pixel Facebook. Le fameux pixel Facebook. Et ouais, le fameux. Alors ça, c'est toujours rigolo parce que ça paraît très abstrait pour les personnes qui connaissent pas du tout ce métier. Ce n'est qu'un petit bout de code. Et si on ne connaît pas le code, on peut même installer un petit plugin WordPress, ça se fait en 2 clics. Et en fait, c'est une mine d'informations parce que non seulement ça va vous permettre de collecter des données sur vos utilisateurs, mais surtout ça va faire l'interconnexion entre Facebook et votre site et vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle du retargeting. Autrement dit, toute personne qui s'est déjà baladé sur mon site web, je vais pouvoir lui balancer de la publicité sur Facebook. On imagine à quel point c'est intéressant. On pourrait tout à fait dire, vous connaissez notre centre de formation, on le sait, vous êtes allé sur notre site. Donc maintenant, voilà les nouvelles formations qu'on a à vous proposer. Donc le conseil qu'on donne assez aisément à tout le monde quand on se lance dans la campagne publicitaire sur Facebook ou sur n'importe quelle autre plateforme, c'est vraiment de mettre en place ce pixel de tracking, même si on ne lance pas de campagne tout de suite. Au moins, ce pixel va collecter des données et ça nous permettra d'exploiter ces données ultérieurement. Après, l'autre conseil qu'on peut donner, c'est d'éviter d'avoir des audiences trop larges. En fait, une campagne publicitaire, ça fonctionne en plusieurs étapes, mais l'étape la plus importante, c'est constituer son audience, son ciblage. Et très souvent, je vois des ciblages de clients où on a 500 000 personnes, alors que l'entreprise en question, c'est une petite start-up qui est à Paris et qui potentiellement ne peut avoir que 2000 clients en réel. Donc, il faut vraiment essayer d'affiner le plus possible son ciblage et de travailler avec le pixel Facebook dès qu'on peut le faire. Donc, travail du ciblage et le pixel. Ouais.
C'est vraiment les deux points incontournables sur de l'ADS sur le social. Et puis après, faut pas oublier non plus la création, le visuel va être super important. On a notamment, je parle beaucoup de Facebook, mais parce que ça reste quand même la plateforme qu'on utilise le plus en publicité. Facebook nous permet de mettre plusieurs visuels sur une même campagne. Ça nous permet de faire de l'A/B testing. Ne faites pas une campagne avec un seul visuel. Vous vous coupez d'une opportunité hyper intéressante de voir quel est le visuel qui séduit le plus les utilisateurs. Il y a un minimum d'investissement sur ces plateformes comme Facebook Alors, de mémoire, je crois qu'il y a c'est 5 € par jour sur Facebook, quelque chose comme ça. Je ne sais plus si cette règle est toujours d'actualité, mais c'était le cas pendant un temps. J'ai la chance d'avoir des clients qui dépensent un peu plus que ça. Donc c'est une contrainte que je n'ai plus vraiment. Mais non, en fait, on a la possibilité de faire une campagne pour 15 € sur 3 jours. Pas de problème. Donc c'est accessible pour tout type d'activité, y compris un commerçant local, y compris quelqu'un qui anime une page, qui veut booster ses abonnés en toute modestie. Je veux dire, avec 15-20 €, on peut déjà démarrer une campagne. Ouais, effectivement, on a des statistiques qui varient selon les secteurs, mais un abonné, par exemple, sur Facebook, voilà, on peut très facilement avoir un abonné autour de 50 centimes d'euros. Donc c'est plus une contrainte aujourd'hui. Ok, super. Merci beaucoup, Bastien, pour avoir partagé ton expérience sur cette partie social media. Bastien, où est-ce qu'on peut te suivre ? Alors, je dis beaucoup de bêtises sur Twitter avec mon pseudo Bastien Péan, qui est un pseudo assez mystérieux. Je suis également sur LinkedIn, toujours sous le nom de Bastien Péan, car c'est mon nom. Et puis après, j'ai un site web, bastienpéan.com, toujours très original. Site web qui est très vieux maintenant, je suis en train de le refaire. Mais voilà, n'hésitez pas... N'hésitez pas à me suivre, tout simplement. Alors, je confirme, il faut suivre Bastien sur Twitter. Il dit beaucoup de bêtises qui sont relativement drôles. Voilà, généralement assez drôles. Merci, j'ai au moins une personne dans mon public. Merci beaucoup, Bastien. Je vous rappelle, Banous, c'est un podcast indépendant en side project qui ne repose que sur l'intérêt que nous portons à nos invités. Donc, n'hésitez pas à parler autour de vous de Banous, à partager nos communications sur les réseaux sociaux et à nous contacter si vous avez des sujets marketing digitaux à traiter. Bonne Banous de rentrée à tous, à bientôt.